Bonjour à tous et bienvenue sur E-Tech Alsace. Alors, comme je vous l'ai déjà dit dans le teasing, un nouveau format sur E-Tech Alsace qui s'appelle Allons plus loin. Alors, à la fois une référence pour vraiment aller plus loin dans les sujets avec des experts et puis une petite métaphore pour le véhicule électrique, hein, avec l'autonomie. Et donc, le premier sujet que j'ai le plaisir d'aborder aujourd'hui avec des intervenants que vous connaissez déjà, c'est le marché des véhicules électriques et des bornes de recharge. Et pour ce, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Alice Meyer de Freshmile. Bonjour Alice. Bonjour. Aussi Johan Nussbaumer de ChargeMap. Bonjour Johan. Bonjour. Alexandre Borgos de DBT. Bonjour Alexandre. Bonjour Pierre. Et enfin Louis Dupasquier de Vinci Autoroute. Bonjour Louis. Bonjour. Alors, merci beaucoup. Alors, je propose d'abord que vous présentiez rapidement votre société. Et puis, on va commencer par Alice. Ensuite, ça sera Alexandre, Johan et Louis. Et ensuite, on enchaînera directement sur les trois sujets, à savoir le parc des véhicules électriques, les bornes de recharge et puis le prix aussi aux bornes. Donc, Alice, je vous laisse commencer. Merci Pierre. Donc je suis Alice Meyer, la directrice des opérations et de la coordination chez Freshmile. Et donc Freshmile, on a deux métiers. Notre cœur de métier, ça va être de gérer les bornes de charge. Donc on est un opérateur de recharge et donc on est connecté aux bornes. On va s'occuper de la facturation, de l'assistance téléphonique pour les automobilistes, de la maintenance à distance, etc. Et notre deuxième métier, ça va être de permettre aux automobilistes de se recharger en leur fournissant par exemple une appli pour trouver les bornes, planifier un itinéraire et puis un pass de recharge pour démarrer les charges. Très bien. Maintenant, Alexandre. Donc moi je m'appelle Alexandre Borgols, je suis dirigeant de DBT. DBT c'est un groupe industriel français, on a 32 ans d'expérience, on est basé dans les Hauts-de-France et on a, un peu comme Freshmile, on a deux activités principales. Toujours autour de notre métier principal qui est les stations de recharge haute puissance. Et là-dessus on a deux modèles, un modèle industriel en B2B où on va vendre ces stations qu'on conçoit et qu'on fabrique, donc on les commercialise à destination des opérateurs, des aménageurs. Ce qui est notre premier métier historique. Et depuis 2021, on a créé R3, qui veut dire réseau de recharge rapide. C'est un réseau donc, de recharge ultra rapide de plus de 150 kg qu'on installe, finance et exploite pour être capable de proposer un service complet pour l'utilisateur. Très bien, merci Alexandre. Johan. Oui, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Johan Nussbaumer et je suis le président fondateur de ChargeMap. ChargeMap, c'est une petite entreprise indépendante de 40 personnes, 40 collaborateurs passionnés de mobilité électrique. Et nous, en fait, on fait une plateforme qui met en relation les conducteurs de véhicules électriques avec les réseaux de recharge, avec l'infrastructure de charge. Et depuis 12 ans, en fait, on aide les conducteurs à recharger partout en Europe grâce à une application communautaire et gratuite qui est assez connue en France et qui fédère aujourd'hui 1,5 million d'utilisateurs inscrits. Les conducteurs avec l'appli peuvent retrouver les bornes de recharge, mais peuvent aussi utiliser le planificateur pour trouver les bornes le long de leur trajet. Et ils peuvent aussi partager leurs expériences avec le reste de la communauté sur la plateforme. C'est quelque chose qui est très, très apprécié. À côté de ça, on propose le ChargeMap Pass, qui est une carte d'accès de paiement aux bornes de recharge qui fonctionne avec 320 000 points de charge en Europe. Et à côté de ça, on a une activité avec les pros. Le premier, c'est qu'on aide les réseaux de charge à rentabiliser leurs infrastructures en leur ramenant des clients, mais on les aide aussi à comprendre les problématiques qu'ils peuvent avoir sur leurs bornes grâce à un outil qui est dédié. Et enfin, on aide les flottes d'entreprises à passer à l'électrique avec aujourd'hui près de 700 entreprises qui utilisent notre solution pour monitorer l'ensemble de leurs recharges, que ce soit les charges effectuées par leurs collaborateurs en dehors de l'entreprise ou sur les bornes qui appartiennent à l'entreprise. Très bien. Merci, Johan. Et puis en plus, hein, on peut noter que vous avez des sites web ou des chaînes YouTube très connues avec Automobile Propre, où il y a des très bons essais, notamment de véhicules électriques. Et maintenant, on finit avec Louis. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Louis Dupasquier, moi je travaille à la direction générale de Vinci Autoroute où je suis notamment en charge des questions de décarbonation de nos usagers. Vinci Autoroute, c'est le premier concessionnaire autoroutier en France. On a presque 4500 km d'autoroute et 180 aires de service. C'est à peu près la moitié des aires de service et des autoroutes concédées en France.
et notamment sur des axes structurants pour les grands départs et les grands déplacements longue distance, notamment vers le grand sud-ouest et le grand sud-est. Et donc, parmi les éléments importants pour nous et pour favoriser la mobilité électrique, y compris sur longue distance, nous sommes en train d'installer des stations de recharge ultra rapides sur l'ensemble de nos aires de service pour les voitures électriques. Et puis, on a également des réflexions de plus long terme sur la décarbonation des poids lourds également, puisqu'il faudra aussi que les poids lourds qui continueront à rouler se décarbonent également. Voilà. Et puis Vinci Autoroute, c'est aussi une marque de télépéage qui s'appelle Ulysse et qui fournit également une solution de recharge, de paiement de la recharge sur un mode intégré dans le même abonnement que les abonnements de télépéage. Voilà, donc on essaye à notre échelle en tant que concessionnaire autoroutier de contribuer à l'essor de la mobilité électrique pour décarboner le secteur routier en France. Très bien. Écoutez, en plus, je viens d'apprendre que vous vouliez décarboner les usagers. C'est un bel effort de votre part. Je ne sais pas si vous y arrivez avec moi personnellement, mais c'est un bel effort. Vos trajets, en tout cas, vos trajets. Oui. Voilà. Je vais essayer de moins respirer, mais je peux rien vous promettre, quoi. Surtout que je me suis remis au sport. Là, donc, je pense que je n'ai jamais eu autant expiré du CO2 qu'actuellement. Alors, ce que je propose, c'est qu'on commence avec… je vais me faire un petit peu de promo, hein, je me permets, parce que si personne ne le fera à ma place. On a un superbe événement le 25 février, donc samedi, sur le circuit du Vaison-Piste, où beaucoup de voitures électriques, franchement, je pense que ça va être assez énorme, vont être là. Il va même avoir des essais de véhicules électriques. Il va même avoir une parade avec plus de 50 véhicules électriques différents, des essais. Il y a un colloque l'après-midi où je ferai une présentation sur le prix des VE et des ZFE, de freins à l'adoption des VE. Alors, je parle notamment pourquoi ça paraît un peu antinomique que les ZFE pourraient être un frein à l'adoption des VE, mais j'en parlerai au cours du colloque. Et puis, il y aura un repas le soir. Et puis, il y a plein aussi de collègues qui seront là. Donc, n'hésitez pas à venir. Ou de toute façon, j'aurai un beau reportage, j'espère, sur ma chaîne ensuite, avec plein de rencontres intéressantes. Et puis, j'en profite aussi, j'ai une interview à venir avec Maxime Fontanier, notamment qui fait des super vidéos sur Automobile Propre, et d'autres interviews à venir, notamment dans le domaine des batteries avec Vercor. Donc, je pense que ça va être très intéressant. Et on parlera même de géothermie. Vous voyez, donc, c'est assez large dans les semaines qui viennent. Alors, revenons à nos véhicules électriques. Je vais commencer juste rapidement sur le marché des véhicules électriques, qui vraiment maintenant est en croissance assez forte, on peut le dire, basée notamment sur le fait que, c'est acté au niveau du Parlement, mais ce n'est pas encore fini, mais le Parlement a voté l'interdiction des moteurs thermiques à partir de 2035. Alors bon, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a une clause de revoyure fin 2025. Ils acceptent aussi d'autres méthodes de transport, à supposer qu'ils ne dégagent pas de CO2, ce qui paraît un peu bizarre, un peu difficile sans que ça soit un véhicule full électrique. Et puis on a vu aussi que l'Italie, là, n'était pas trop d'accord, donc on va voir comment ça se passe. Enfin bon, la tendance est là. On a au niveau des immatriculations comme une baisse, mais structurelle, surtout due au Covid et puis à la baisse des composants. Mais si on regarde au niveau des véhicules électriques, c'est clair, hein, on est à 13% de full électrique en 2022. En Alsace, on est presque à 20, notamment dans le Haut-Rhin. Alors, je ne sais pas si j'ai un rôle là-dedans, mais en tout cas, c'est quand même assez remarquable que les Tesla sont… Alors bon, l'Alsace, c'est un peu particulier en termes de pouvoir d'achat, je dirais quand même. Mais on voit bien que les modèles 3 et modèle Y tiennent le haut du pavé. La Audi 108 et la Citadine n'a plus vendu. Et il y a comme clairement un engouement. On a à peu près 200 000 véhicules électriques vendus l'année dernière. L'effort est là. Et donc, la première question que je vais vous poser, avant qu'on parle des bornes, vous, dans votre activité quotidienne, puisque effectivement, pour que les gens rechargent, il faut qu'il y ait des véhicules électriques qui aillent aux bornes, comment ça se passe? Est-ce que vous voyez une progression en termes d'usage, type de voiture, le temps que les gens passent, le taux d'occupation des bornes, on pourra en parler aussi. Et je propose qu'on commence avec Alice sur ce sujet. Oui, très clairement, c'est un marché qui est en très forte croissance. On voit le nombre de véhicules vendus double tous les ans, le nombre de bornes installées double tous les ans aussi. En termes d'usage aux bornes, on est plutôt sur une croissance de x10 en un an et demi.
Donc très très forte croissance. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de noter que les usages évoluent. Et par exemple, il y a quelques années, la charge moyenne, c'était plutôt 10 kWh, alors D'accord. qu'aujourd'hui, c'est plutôt 20 kWh. Ça a doublé aussi. Et ça, pourquoi? Parce que les batteries sont de plus en plus grosses, évidemment, parce que les trajets sont de plus en plus longs, et enfin, parce que je pense les personnes font de plus en plus confiance aux bornes de recharge, et notamment aux bornes de charge publiques, et donc font des charges importantes, y compris sur le domaine public. Très bien. Johan, de votre côté, comme vous, je pense que ça doit être un peu la même tendance quand même. Le nombre de badges en vente doit augmenter, puis le nombre de connexions aux bornes, je suppose, doit augmenter aussi. Oui, tout à fait. Ben, on observe aussi, nous, de notre côté, une augmentation très, très forte. Euh, et comme ce que vient de dire Alice, effectivement, ben, le nombre de sessions de charge augmente aussi très, très fortement. Ce qui est intéressant de noter, alors peut-être que c'est plus spécifique à ChargeMap, c'est que de notre côté, en fait, on voit une hausse des commandes de badges dès lors qu'en fait, il y a des périodes de congés scolaires. Donc, on se rend compte aussi que les gens anticipent de plus en plus leur premier voyage en véhicule électrique. Et donc, on a des périodes de commandes juste avant les congés scolaires. Et ensuite, on voit que au moment des congés scolaires, en fait, on a un très fort usage des bornes de recharge, et notamment les bornes de recharge qui se trouvent sur autoroute. Donc ça, c'est un vrai, une vraie saisonnalité, en fait, que, en tout cas, nous, on constate chez ChargeMap. Et puis, on se rend compte aussi que le montant moyen des recharges a tendance à augmenter. En D'accord. tout cas, au niveau du tarif payé par session de recharge. Et ce qu'on se rend compte, c'est aussi que les utilisateurs commencent effectivement, comme ce que disait Alice, à avoir confiance dans le réseau de bornes de recharge, et commencent à comprendre aussi comment l'utiliser, et notamment le fait de regarder les tarifs avant de recharger, etc. On a une vraie comparaison tarifaire qui est effectuée par les usagers. Donc voilà, D'accord. on se rend compte qu'il y a un niveau de maturité face à l'usage des bornes qui augmente, en même temps que le volume global qui augmente avec l'arrivée des véhicules sur les routes. Et je pourrais montrer un peu plus tard, il y a un taux d'occupation des bornes qui est intéressant avec le dernier baromètre qui est sorti. Alexandre, de votre côté, parce que vous, à la fois, vous avez à la fois l'étiquette production et l'étiquette délivrance de bornes et puis Ouais, tout à utilisation. fait. Voilà. Comment vous voyez le marché de votre côté? Alors déjà sur la partie production, avant de produire, avant d'expédier les bornes, il faut les vendre. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'entre 2021 et 2022, on a multiplié le carnet de commandes par 5. Donc on est ravis, c'est plus que le doublement du marché, on double quasiment le doublement du marché. Donc ça, c'est une super nouvelle. Et ensuite, au niveau du chiffre d'affaires, on a fait x2,5. C'est pas parce qu'on prend une commande en janvier qu'on la livre en janvier. Il y a des commandes qu'on a prises en 2021-2022 qu'on va livrer en 2023. Ça, comme disait Victor Hugo, on voit que rien n'arrête une idée dont le temps est venu. Le temps du véhicule électrique est clairement arrivé, et là, il n'y a pas grand-chose qui va le bloquer. Et de l'autre façon, sur la partie exploitation, je suis complètement en ligne avec ce que disaient Alice et Johan juste avant. Je rajouterai aussi une nouvelle composante où nous, sur les stations R3, donc c'est des charges ultra rapides, 150 kg, on a à peu près maintenant 1 an de retour d'expérience sur l'exploitation. La durée moyenne n'a pas forcément énormément évolué, on est toujours aux alentours d'une demi-heure. Par contre, la charge moyenne, donc le nombre de kilowattheures embarqués pendant cette demi-heure a évolué de quasiment 10%. Donc, il y a peut-être aussi le préchauffage sur certaines voitures qui arrivent. Ce que je souhaitais ajouter en plus, c'est qu'il y a aussi des nouvelles voitures qui sont capables de tirer plus de puissance instantanée. Et ça, c'est un super signe aussi pour le client. Ça veut dire qu'en moins de temps, il va pouvoir embarquer plus de kilowattheures et donc récupérer plus d'autonomie. Très bien. Et en termes de fiabilité, pour vous trois, si je résume, je pense il y a un retour positif parce qu'au début, vous voyez des fois que ça marchait pas, etc. J'ai l'impression que ça s'est bien amélioré de ce côté-là aussi. Il n'y a plus vraiment de problème de charge, de connexion de la voiture, par exemple, aux différentes bornes. Je ne sais pas si Alice veut commencer. Alors, c'est un sujet, bien sûr, la fiabilité des bornes, parce que si les bornes sont en panne, les automobilistes n'ont pas confiance dans le réseau et donc ne se chargent pas. Et clairement, c'est un sujet, je pense, sur lequel tous les acteurs travaillent, y compris FreshMile. On va vraiment travailler sur détecter les pannes le plus vite possible, essayer de les résoudre à distance, parce que c'est là que le temps de résolution est le plus court, et puis coordonner la maintenance sur site avec la plus grande efficacité.
Honnêtement, aujourd'hui, une borne de charge tombe encore plus en panne, plus en panne qu'une pompe à essence. Bon, ça, c'est un problème. Maintenant, je pense que tous les acteurs du marché travaillent à réduire le taux de panne et clairement, ça s'améliore. Et honnêtement, aujourd'hui, on peut voyager avec une voiture électrique sans avoir de problème du tout. D'accord. Je pense que Johan, c'est un peu le même feedback. Ouais, ben moi je confirme en fait, je constate, et notamment par les commentaires des usagers, avec les check-in aussi qu'ils peuvent faire dans l'application ChargeMap, qu'il y a une vraie progression au niveau de la qualité des bornes de recharge. Et ce qu'on constate en fait, c'est que les matériels de première génération en fait ont été remplacés par du matériel qui est aujourd'hui beaucoup plus fiable, plus facile à appréhender aussi pour les usagers. Donc c'est ce qui permet d'améliorer l'expérience. Et ensuite il y a tout le travail qui est fait par les opérateurs, que ce soit sur les questions de supervision, sur les questions de support client, mais aussi sur les questions de stock de pièces détachées et la capacité d'aller dépanner rapidement une borne de recharge. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, nous en tout cas, on ressent que la qualité s'améliore sur les infrastructures. Alexandre, puis après je laisserai plus de temps à Louis et que je n'ai pas oublié. Et un dernier point, c'est l'avantage de parler en troisième, ça fait une espèce de conclusion, mais encore une fois, je suis d'accord. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi pas mal d'utilisateurs qui ont beaucoup appris sur les dernières années. Et il y a encore quelques années, quand c'était la borne, en gros, à chaque fois, c'était le problème de la borne. Quand c'était le superviseur qui ne fonctionnait pas, il ne comprenait pas parce qu'à la maison, il arrivait très bien à se charger. Et voilà, boum, c'était la borne. Quand c'était la voiture qui ne chargeait pas pour des questions de terre, c'était encore une fois la borne qui ne marchait pas. Parce que la borne, c'est la partie émergée de l'iceberg qui avait tendance à tout prendre de façon frontale, en pleine tête, si vous me passez l'expression. Alors que maintenant, il y a pas mal, justement, au niveau des supervisions, au niveau des constructeurs auto, il y a énormément d'éducation, d'apprentissage qui a été réalisé. Et on arrive plus facilement à identifier le nœud du problème sans que ce soit forcément la borne qui ne marche pas. Très bien. Et Louis, donc là, maintenant, je vous laisse vous exprimer votre côté, parce que quand même, les aires d'autoroute, c'est critique. S'il y a un endroit où on veut bien que ça marche, c'est là. Et puis aussi, ça m'intéresse au niveau de la croissance, parce que là, je pense que là, vous avez vraiment la possibilité de monitorer ça de manière assez pointue. Quel est votre tour? Alors oui, déjà pour bien clarifier les choses, Vinci Autoroute, nous, on n'est pas opérateur de bornes. On sélectionne des opérateurs dont c'est le métier qui construisent et exploitent des bornes sur nos aires et à notre demande, mais on organise et on met les contraintes, etc. Donc, on lance des appels d'offres et c'est nous qui avons décidé de ces déploiements, mais on a fait le choix de déléguer cette activité à des opérateurs dont c'est le métier. On a plus d'une douzaine d'opérateurs différents sur nos réseaux chez Vinci Autoroute. Sur la croissance, alors effectivement, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on regarde le pourcentage de véhicules électriques en circulation sur nos autoroutes, c'est à peu près le même que le pourcentage de véhicules électriques dans le parc automobile. À peu près 1%, en gros 1 ou 2%. Donc ça reste tout petit en stock, mais la dynamique, elle est bien présente. Et ça, on peut le voir, on l'a constaté avec l'augmentation des recharges sur les bornes, sur nos aires de service. Pour donner une illustration, entre l'été 2021 et l'été 2022, alors c'est une comparaison qui marche bien parce que l'été 2021, il n'y avait pas trop de restrictions sanitaires, donc le trafic était normal, et l'été 2022 aussi. Et donc on a fait le nombre de recharges sur nos bornes sur les 3 mois d'été, juin, juillet, août, a été multiplié par 3 ou 4. Donc c'est assez significatif. Et à l'été 2022, sur les 3 mois d'été, juin, juillet, août, on a eu près de 180 000 recharges sur les bornes de recharge de Vinci Autoroute. Donc il y a un vrai phénomène de croissance. On voit bien que le nombre de véhicules électriques a augmenté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi au travers de ces recharges sur autoroute, la raison pour laquelle on se recharge sur autoroute, c'est quand on fait un long trajet. Et ça, c'est aussi une vraie évolution, c'est que le véhicule électrique n'est plus cantonné à un usage urbain ou périurbain comme il pouvait l'être au démarrage de la mobilité électrique. Maintenant, on voit que les véhicules qui acceptent des puissances de recharge plus élevées, qui peuvent se recharger à 100 kW ou à plus, ceux-là, ils font de la longue distance et que c'est possible. On peut tout à fait voyager en longue distance en véhicule électrique, à condition d'avoir un véhicule qui accepte de la haute puissance et
à condition qu'il y ait des stations de recharge sur autoroute. Donc, c'est pour ça qu'on les déploie. Et peut-être un mot également sur le taux de disponibilité des bornes. C'est effectivement un sujet tout à fait critique. Nous, on a des obligations qu'on impose à nos opérateurs de bornes d'avoir des taux de disponibilité moyens de l'ordre de 95% par mois et avec des délais d'intervention parce qu'il y a un grand nombre des problèmes qui peuvent se résoudre à distance. Et donc, nos opérateurs sont obligés d'avoir des numéros d'appel H24, 7 jours sur 7, en différentes langues. Et il y a un certain nombre de problèmes qui peuvent être résolus juste à distance par un appel. Donc voilà, il y a ce volet de la qualité du service rendu, qui est un volet très important pour que la mobilité électrique soit facile, y compris lors des grands déplacements. Quand vous dites taux de disponibilité, c'est en fait que les bornes doivent être fonctionnelles, c'est ça? Exactement, tout à fait. D'accord. Très bien. Donc on voit là vraiment la tendance est là. Alors, ce qui est important évidemment, c'est par rapport à l'augmentation du parc des VE, c'est les bornes. Donc, on n'a pas atteint le taux des 100 000 bornes, le nombre de 100 000 bornes d'ici fin 2022. On est autour de 83 000. Je vais mettre le baromètre qui est disponible maintenant, qui était notamment sur le site de l'AVER, que vous pouvez voir. Donc, on a 85 000 bornes. Alors, il y a une augmentation très forte, puisqu'on a plus 57% sur 2 mois. Le taux de disponibilité est de 85%. Donc, c'est ce dont vous venez de parler, Louis, mais là, je pense que c'est global. Et alors, c'est quelque chose qui m'intéressait. Alors là, on va voir l'augmentation plutôt, c'est pas vraiment exponentiel pour l'instant, mais on voit que le nombre augmente vraiment progressivement. Le nombre de sessions par par recharge est plutôt stable, mais s'il y a plus de bornes, ça explique peut-être pour l'instant pourquoi le nombre n'augmente pas encore significativement. Ce qui est intéressant, par contre, c'est ce taux de disponibilité par mois qui, on voit, pour les DC, est un peu inférieur à celle du DAC. Alors, ça va peut-être aussi parce que, avec les déplacements sur autoroute, là, c'est plus concentré, alors que peut-être que, je ne sais pas, dans le réseau urbain ou périurbain, il y a plus de bornes disponibles. Mais je trouvais que c'est intéressant de voir cette différence un peu entre le AC et le DC. Et donc, je vais revenir au slide. Comment vous voyez, vous, de votre côté, ce nombre de bornes? Parce que, par exemple, j'ai vu cette projection de LCP Delta où, si vraiment on continue avec l'interdiction des véhicules thermiques d'ici 2035, il faudrait jusqu'à 650 000 bornes dans le domaine public d'ici 2030. C'est énorme. Dans les entreprises, on n'en parle même pas. Il faudrait passer de 100 000 à 1 300 000. Et pour les particuliers, évidemment, c'est comme le cœur du problème, c'est que si on veut charger, il faut commencer à charger par soi. On devrait monter à 4 500 000. Donc, je voulais savoir, de votre côté, là, on peut commencer par Louis. De votre côté, la vitesse de déploiement des bornes, est-ce que pour l'instant, vous, pour votre secteur, est-ce qu'on est en bonne posture ou est-ce qu'il faudra accélérer la cadence? Alors, moi, je suis toujours gêné quand on parle de cet objectif de 100 000 bornes parce qu'on parle de choses extrêmement différentes, en fait. Une borne 7 kW en voirie, ça n'a rien à voir avec une borne 150 ou 300 kW sur un parking de supermarché ou sur une autoroute. Donc, en fait, ce nombre, il cache un peu des disparités différentes. Il faudra beaucoup, beaucoup plus de bornes lentes ou accélérées en voirie sur les parkings de supermarché ou dans les endroits où les gens se stationne longtemps, qu'il n'en faudra sur autoroute, par exemple, en nombre. Donc, le nombre n'est pas la seule donnée. Il faut aussi parler de la typologie des puissances de bornes et de combien combien il en faut. Alors, de ce point de vue-là, en ce qui concerne la mobilité autoroutière, donc c'est vraiment les grands axes, les moments où on se déplace et les quelques fois par an où on a besoin de faire des recharges en itinérance lors de trajets longue distance. On a fait des calculs chez Vinci Autoroute pour modéliser à partir du flux de trafic et de la pénétration progressive du parc de véhicules électriques qui va croître dans les prochaines années. Et on a estimé qu'en 2035, avec, d'après les constructeurs, à peu près un peu moins d'un véhicule sur 2 en circulation qui sera un véhicule full électrique, on a besoin sur une aire de service moyenne de Vinci Autoroute de 60 bornes de recharge de plus de 150 kW pour répondre à la demande lors des grands départs les samedis et dimanches de juillet et d'août. Les grands chassés croisés. Et donc, ça veut dire concrètement qu'il faudrait à peu près une place sur 2
sur une aire de service en 2035, pardon, qui sera équipée d'une borne de recharge. Aujourd'hui, on est plutôt dans les déploiements qu'on est en train de finaliser dans cette première vague chez Vinci Autoroute. On va être en moyenne à 10 bornes, 8 à 10 bornes par aire. Donc on voit qu'on a fait une partie du chemin, mais il va encore falloir faire un x6 dans les 10-12 prochaines années. Donc en fait, il ne va pas falloir s'arrêter là, il va falloir continuer à augmenter le nombre de bornes progressivement. Et donc si on fait des chiffres un peu macro, on peut dire que pour l'ensemble des autoroutes françaises, chez Vinci Autoroute, on estime à peu près à 12-13 000 le nombre de bornes qu'il faut sur l'ensemble des aires de service de Vinci Autoroute. On a à peu près la moitié du réseau. Au premier ordre, on se dit qu'en multipliant par 2, on doit avoir à peu près tous les grands axes autoroutiers français couverts avec 24 000 bornes. C'est tout petit en nombre, mais on parle de chaque borne qui fait 150 kW ou plus. Donc voilà, c'est à peu près ça le chemin. L'autre spécificité aussi de la recharge ultra rapide, et en particulier sur autoroute, c'est que c'est long à déployer. Autant installer à domicile une borne lente, ou même en voirie, ça peut être relativement rapide. Sur autoroute, c'est tout de suite des délais importants. Premièrement, à cause des raccordements au réseau électrique. On parle de raccordements de plusieurs mégawatts, voire de plusieurs dizaines de mégawatts. C'est des raccordements qui prennent entre 1 et 2 ans, et plutôt 2 ans que 1. Donc, il faut anticiper ces délais-là. Et puis, en plus, les procédures administratives pour sélectionner un opérateur de recharge qui va s'installer sur autoroute, elles durent à peu près 1 an. Et donc voilà, c'est des procédures qui sont longues. Et donc, il faut être toujours en anticipation. Si on attend que les aires soient saturées pour déployer des nouvelles bornes, on a 2 ans où c'est plus possible d'accepter de nouveaux véhicules électriques sur les grands axes. Donc, il faut en permanence anticiper les déploiements futurs pour que l'offre de recharge sur autoroute soit toujours disponible pour les usagers. Très bien. Alexandre, de votre côté, comment vous le voyez? Vous aussi, là, vous avez dit précédemment que votre chiffre d'affaires augmentait significativement, puis la vente aussi. Comment vous voyez, vous aussi, dans les années qui viennent, le déploiement des bornes et la Alors, production? juste un petit retour sur l'objectif des 100 000 bornes, qui, je pense, les chiffres récemment, qui devraient être dépassés en mars. Donc effectivement, quand on prépare un effet d'annonce, il faut un objectif qui soit simple à retenir. Donc 100 000, c'est assez rond, c'est facile. Les gens l'ont d'ailleurs bien retenu. Et après, c'est vrai que le temps politique est, comme disait Louis, et c'est pas du tout la même chose que le temps technique d'installation. Donc le deuxième point d'un effet d'annonce, c'est qu'il faut que le timing soit un peu contracté aussi. Parce que si on se dit on fait 10 ans pour installer 100 000 bornes, ça va faire rêver personne. Donc je pense que volontairement, quand le gouvernement a annoncé ça, ils savaient que ça allait être un petit peu un gros challenge. Mais par contre, c'est complètement moi je suis aussi d'accord avec ce qui a été dit avant, c'est la première étape, et c'est aussi le but des pouvoirs publics d'amorcer la pompe de quelque chose qui n'existe pas. Donc on voit notamment au niveau des subventions qui ont tendance à baisser, ce qui est un super signe pour le marché. Ça veut dire que le marché sain, le marché qui s'auto-nourrit, commence à arriver. Et c'est que pour moi, sans faire de politique, mais que les méthodes ou les mécanismes de financement mis en place par le gouvernement ont plutôt bien fait leur boulot. Très bien. Johan, de votre côté, quelle est votre perception? Est-ce que pour ce déploiement des bornes, on va arriver bientôt à 100 000, est-ce qu'il faut, pareil, penser qu'il faut accélérer la cadence, la proportion ACDC, est-ce qu'il y a une régulation un peu globale de cette production qui doit être implémentée? Je suis curieux de connaître votre avis là-dessus. Ouais, déjà, moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Effectivement, 100 000 bornes de charge, ou en tout cas 100 000 points de charge, c'est bien, mais encore faut-il répondre aux besoins des usagers. Et du coup, moi, je me suis intéressé, en fait, en préparant cette émission, un petit peu à ce que les gens recherchaient sur ChargeMap. Donc, j'ai regardé un petit peu les critères de filtrage sur l'application ChargeMap. Ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est que finalement, le premier critère de sélection d'infrastructures de recharge par les usagers, c'est la note des infrastructures, donc la note laissée sur ChargeMap. Et le deuxième point, c'est la puissance de charge. Donc ça veut dire qu'en fait, par défaut, les gens vont vraiment se focaliser sur la charge rapide. C'est vraiment ce qu'on constate. Donc parmi ces 100 000 bornes de recharge, la question c'est combien il y en a qui sont des bornes rapides. Parce que finalement, la recherche principale des usagers aujourd'hui, c'est ça. Et ensuite, il y a la localisation qui est un point important. Et je trouve que là-dessus, on a plutôt bien progressé. En tout cas, au niveau des aires d'autoroute, il y a un vrai
il y a un gros travail de toute la filière qui a été effectué. Et puis, on se rend compte aussi que les bornes autour des supermarchés, des centres commerciaux, etc., ont tendance à vraiment bien se déployer. Donc, voilà, moi, je suis assez content de constater qu'on a fait des vrais progrès en fait sur le déploiement des bornes. La question que je me pose maintenant, c'est quoi le prochain objectif puisqu'on va atteindre les 100 000 en mars. C'est quoi le prochain objectif et à quelle échéance? Voilà, on pourra refaire une émission pour en reparler et commenter le prochain chiffre. Exactement. Alice? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Louis, Alexandre et Johan viennent de dire. Pour rebondir sur ce que vient de dire Johan, en effet, l'emplacement des bornes et puis le type de borne selon l'emplacement est très important. Le sujet, voilà, ça va être qu'il y ait des bornes effectivement le long des autoroutes, qu'il y ait des bornes en voirie, qu'il y ait des bornes en supermarché, tout à fait. Après, il y a aussi d'autres lieux de recharge. Le domicile en est un, que ce soit pour des recharges personnelles, que ce soit pour des recharges professionnelles. Il y a de plus en plus de demandes d'entreprises qui veulent équiper le domicile de leurs collaborateurs d'une borne pour qu'ils puissent recharger à titre professionnel lorsqu'ils sont à leur domicile. Donc ouais, le sujet, c'est clairement continuer le déploiement dans tous les lieux où ça fait sens, du domicile à l'autoroute en passant par la voirie et les supermarchés. Et il y a même des initiatives, j'ai été contacté à ce sujet pour même des applications où on pourrait partager sa borne à domicile, où les gens pourraient venir utiliser sa borne. Alors moi, c'est 10 € du kilowattheure. Non, je plaisante. Je pense que comme ça, je serais tranquille. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi ce système de partage maintenant qui pourrait se faire à un maillage. Puis là, le maillage, ce serait énorme, quoi. Puis j'aime bien un peu cette idée de partager, voilà, sa borne de recharge. Ça peut être très utile et puis on peut aussi en tirer un bénéfice. Donc on voit tout l'écosystème quand même qui peut se mettre autour de ces bornes. Alors je vais revenir sur un point, si vous me le permettez. Au niveau des bornes de recharge, donc je vais passer cette slide-là. Juste parler un peu de Tesla pour changer. Puisque aux États-Unis, Joe Biden, qui n'était pas en grande, on va dire, il n'invitait pas Elon Musk tous les jours à sa table, ils étaient un peu en froid, eh bien, ils ont passé un accord, alors évidemment financier, pour que toutes les superchargeurs Tesla soient ouverts aux autres voitures. Donc, ça fait un sacré nombre de bornes, hein, 7500, 7 milliards et demi de dollars aussi pour la construction de bornes. Donc, on voit aussi que ce n'est pas qu'un phénomène européen, hein. Aux États-Unis, ils poussent très fort, notamment sous l'administration Biden, pour que le réseau de bornes de recharge et puis la vente, parce que je ferai, j'espère, avec Olivier Dufour, on parlera beaucoup de l'Inflation Act, là, qui est quelque chose de très important, dont je parlerai plus tard avec lui. Il y a une forte volonté des États-Unis, non seulement de déployer, mais aussi d'être les leaders au niveau des véhicules électriques et des batteries et des bornes. À noter aussi qu'en France, il y a pas mal de nouveaux superchargeurs qui vont être déployés. Là, c'est la nouvelle carte qui a été remise à jour par Denis Cholin. Je vous incite d'ailleurs d'aller sur son site web qui est. C'est pas un site web en fait. Il a réussi à mettre sur Google Maps toutes les différents types de bornes disponibles, et notamment celles qui sont en construction. Donc, franchement, c'est vraiment super. Et donc, on voit aussi qu'il y a une dynamique. Et à mon sens, ça ne va pas trop tarder un jour où que toutes ces bornes aussi, superchargeurs, c'est déjà le cas pour quelques dizaines, soient ouvertes à tous les usagers. Quel est votre retour là-dessus? Comment vous percevez un peu Tesla, parce qu'il a un peu initié le phénomène, enfin même la progression des véhicules électriques. C'est quelque chose que vous intégrez aussi au niveau de votre analyse. Peut-être on peut commencer par Alice et Johan. Comment ça se passe au niveau des recherches? Parce que maintenant, c'est clair qu'on peut utiliser des bornes Tesla pour d'autres véhicules. Alors, évidemment, Tesla est en partie responsable de l'essor du véhicule électrique. C'est quand même une très belle marque qui a popularisé le véhicule électrique, qui a permis de le faire connaître. Moi, aujourd'hui, sur l'ouverture de leurs bornes, ce que je vais suivre, c'est le fonctionnement. Pourquoi? Parce que quand ils étaient en réseau fermé, c'est très facile de faire fonctionner un type de véhicule Tesla sur un type de borne Tesla avec une gestion Tesla. Le jour où il va falloir s'ouvrir
et être capable de supporter des véhicules de marques différentes, je vais suivre le bon fonctionnement parce qu'à mon avis, il y a quand même un sujet qui risque de poser problème. Maintenant, sur le principe, si ça fonctionne, c'est évidemment une excellente nouvelle puisque ça ne fait que plus de bornes. Johan? Ouais, tout à fait. Tesla a bâti un réseau qui fait vraiment référence, hein, donc qui a toujours été très suivi, mais qui était réservé, et c'était vraiment une particularité de Tesla, hein, qui était réservé aux conducteurs de Tesla. On peut se poser la question finalement de l'ouverture à l'itinérance qui est demandée à tous les opérateurs de recharge et qui n'étaient pas forcément appliqués. Donc là, ils ont bien compris que ils devaient ouvrir leur réseau, mais en plus, je pense que pour eux, ça va être un excellent moyen de financer en fait le déploiement de leur réseau. Ça va être un excellent moyen de conquérir des nouveaux clients, ou en tout cas de faire connaître la marque, le service de Tesla. Donc moi, je vois ça vraiment d'un bon œil, et je pense que ça va dans le bon sens. Maintenant, la question, c'est à quelle vitesse en fait les bornes vont être ouvertes, et aussi dans quelle mesure les infrastructures vont être adaptées, puisqu'on sait que par exemple le câble est assez court. Ça marchait avec les véhicules de chez Tesla. Sur d'autres véhicules, c'est compliqué en fait. Donc on voit des gens qui se garent un peu n'importe comment sur les places, etc. Donc il y a des adaptations qui vont devoir être faites, que ce soit en Europe, mais aussi aux États-Unis. Mais voilà, après on sait que Tesla est capable de s'adapter assez vite. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Donc je pense que tout ça va dans le bon sens. Alexandre? Oui, je voulais rajouter 2 points par rapport à ça. Il y a une des raisons techniques aussi pour laquelle Tesla ne pourra pas, à moins de remplacer le matériel, ouvrir tous ces superchargeurs à tous les véhicules. Il y a 3 générations de superchargeurs et sur les 2 premiers, ils ne sont pas capables ils sont pas compatibles avec tous les véhicules. Donc là, sur la carte justement de Denis, qui est assez complète, on voit déjà que Tesla, rien qu'avec les points de charge ouverts au public, ils sont à déjà plus de 1000. C'est le plus gros réseau en France, donc ça corrobore complètement ce que Johan disait. Et après, je crois qu'il y en a à peu près 800 qui ne sont pas encore ouverts au public sur les 1800 qui sont dispo. Et donc, c'est pas une surprise, mais c'est pas nous qui leur fournissons. Mais ils ont fait un super boulot sur le côté démocratisation du véhicule. C'est vrai que c'est un truc à reconnaître. Dès qu'on parle de véhicule électrique, Tesla, c'est le premier mot qui sort. Et ils ont permis de rendre le véhicule cool, alors qu'il y a 5 ans, quand on parlait de véhicules électriques, c'était, excusez-moi pour les constructeurs de l'époque, mais des petits pots de yaourt qui faisaient rêver personne. Et le véhicule, malheureusement, je ne suis pas attaché à ma voiture, mais le véhicule, ça a quand même besoin de faire rêver. Et pour accélérer le véhicule électrique, que ce soit au niveau performance, que ce soit au niveau look, Tesla a vraiment mis un gros coup de boost au marché, ce qui est une super chose. Absolument. Louis, alors je suis très intéressé au niveau des autoroutes parce que je suis intéressé par le type de relation que vous avez avec Tesla. Parce que j'avais discuté une fois en off avec des représentants de Michelin et je peux vous dire que c'était quelque chose quand même. Il leur mettait une bonne pression. Comment ça se passe, vous, de votre côté, pour l'implantation des charges? C'est sûr que bon, je pense qu'ils doivent être assez directs dans leur business. Et puis bon, c'est un modèle fermé quand même, c'est-à-dire que malheureusement pour vous, probablement Johan et Alice, c'est pas demain qu'on va pouvoir utiliser une carte ChargeMap pour recharger sur les bornes des superchargeurs Tesla, quoi. Ça m'étonnerait qu'ils l'ouvrent comme ça. Quel est votre rapport avec Tesla, avec Vinci? Alors, déjà, je partage le fait qu'effectivement, Tesla, c'est la marque précurseur et ça reste une référence en termes d'expérience client, enfin, l'expérience intégrée du trajet en Tesla. On n'a pas le sentiment d'angoisser où est-ce que je vais trouver une recharge, est-ce que la borne va marcher, comment je vais faire pour payer, j'ai un QR code mais j'ai pas de réseau. Enfin, voilà, tout ce parcours client qui est aujourd'hui en itinérance pas évident, Tesla l'a résolu, quoi. Alors, effectivement, on va tous tendre vers la résolution de ces petites rigosités dans le parcours client avec le plug and charge, etc. Mais voilà, il faut reconnaître à Tesla ce caractère extrêmement précurseur et de mon point de vue, encore le leader absolu de l'expérience client, l'expérience usagée en véhicule électrique. Après, historiquement, Tesla, en tout cas sur le réseau de Vinci Autoroute, Tesla s'est très peu implanté sur autoroute. Ils se sont essentiellement implantés hors des autoroutes.
Pour vous donner une idée, nous, on n'a que 3 aires sur nos 180 aires de service où il y a des bornes Tesla. Et elles sont en train effectivement d'être ouvertes à d'autres utilisateurs. Ça, c'est effectivement une volonté de Tesla et de notre part. Pour être parfaitement transparent, nous, à partir du moment où on a décidé de lancer massivement des déploiements de bornes sur autoroute, on a dit à Tesla qu'ils pouvaient évidemment venir déployer des bornes chez nous, mais qu'il fallait que ce soit des bornes ouvertes à tous. À tous les véhicules, c'est notre objectif. On ne peut pas privilégier une marque, on veut ne pas faire de discrimination entre les usagers de l'autoroute. Tout le monde doit pouvoir se recharger. Donc voilà, Tesla va avoir 3 aires sur 180 chez nous, où ils seront présents. Donc ce sera un acteur vraiment mineur, hein, quelques dizaines de bornes sur ces 3 aires, alors qu'on va avoir plus de 1700 bornes de recharge sur nos aires de service au terme de ce déploiement qui est en train de se finir en 2023. Donc ça reste un acteur de référence, mais qui chez nous est vraiment un acteur très minoritaire en nombre de bornes. Alors c'est intéressant parce que je sais qu'il y a certains usagers de Tesla maintenant qui, pour raison de commodité, préfèrent charger sur autoroute, chez Ionity et cetera, plutôt que de sortir et cetera. Donc, on verra comment ça va se passer plus tard. Mais la clé, si je veux dire, de l'équation, évidemment, c'est le prix. Donc c'est le dernier, sujet que je voudrais parler avec vous, puis je sais qu'on ne va pas durer non plus trop longtemps. On a 5 minutes peut-être pour parler du prix, puis avoir votre conclusion. Alors, ça commence, j'ai l'impression quand même à se simplifier au niveau un peu des tarifications, même si c'est un marché encore libre, hein. On voit Tesla, ça a augmenté, puis maintenant ça redescend. Je sais que vous, Alexandre, vous avez fixé un prix fixe maintenant pour les bornes de recharge ultra rapide. Je crois que c'est 55, si je ne me trompe pas, centimes du kilowattheure. Comment vous voyez ce prix? Parce que c'est quand même un peu compliqué toujours pour l'utilisateur, honnêtement, de savoir quel prix il va payer quand il arrive une borne. Quand on va à une station essence, c'est facile. On lève la tête, on voit le prix, terminé. Pour une borne de recharge, ACDC, c'est pas si évident que ça. Alors peut-être qu'on peut commencer cette fois par Louis, et puis on finira par Alice. Alors, nous, sur autoroute, donc on parle uniquement de recharge DC en plus de 150 kW. Pour nous, la chose la plus lisible pour le client, c'est la tarification à l'euro du kilowattheure. C'est vraiment ça qui est le plus lisible. On sait tous compter aujourd'hui en euros du litre de carburant et combien on consomme de litres sur 100 km. Demain, la gymnastique va être de savoir faire pareil en euros du kilowattheure et en kilowattheure au 100 km. C'est déjà le cas pour les gens qui ont l'habitude de la mobilité électrique, mais ça devrait être le cas d'un peu tout le monde. Il faut démocratiser ça. Et alors, des systèmes de tarification trop complexes à la minute, à l'acte, etc., c'est pour nous un vrai frein pour l'adoption du véhicule électrique. Donc voilà, nous, on milite vraiment pour la tarification en euros du kilowattheure. Alors, il y a eu des difficultés techniques, on ne va peut-être pas rentrer dans ce détail-là, mais sur le fait que les bornes d'essai n'étaient pas toutes capables de certifier les kilowattheures qu'elles délivraient. Et c'est pour ça que des opérateurs comme Ionity ont pendant longtemps tarifé à la minute. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. On a la totalité en tout cas sur nos réseaux autoroutiers, la tarification, c'est de la tarification à l'euro du kilowattheure. C'est ce qu'il y a de plus lisible et de plus clair. Et après, il y a un sujet de modèle économique pour les opérateurs de bornes sur autoroute, parce que ces investissements de bornes ultra rapides, ils sont coûteux. Pour vous donner un ordre de grandeur, une station de 6-8 bornes de recharge, ça coûte 1 million d'euros. Et donc après, il faut pouvoir la rentabiliser, et puis on se dimensionne pour les jours de grand départ. Donc le taux moyen d'utilisation des bornes, il n'est pas extraordinaire. Donc il y a un vrai sujet sur le modèle économique et la soutenabilité de ces opérateurs, en sachant qu'il y a des acteurs qui soit sont des grands acteurs, soit sont des plus acteurs de plus petite taille, plutôt des startups. Donc voilà, il y a probablement un modèle économique à trouver sur du long terme, mais un enjeu qui est clé, qui est le tarif de recharge, qui ne doit pas être trop supérieur à l'équivalent thermique, sinon ça va devenir inacceptable pour les usagers. Sachant que ça varie un peu, hein. Ionity, je crois qu'on doit être autour de 69 centimes. Fastned, je crois que c'est 55. Donc déjà, on voit qu'il y a des différences. Tesla, ça peut être moins, des fois c'est plus. Alexandre, vous de votre côté, bon, la stratégie est claire, c'est un tarif fixe. Et puis Fracopa a aussi du bouclier tarifaire parce que ça vient d'être annoncé par le gouvernement. Comment vous voyez cette politique tarifaire pour l'usager? Alors justement, la politique tarifaire, c'est complètement en ligne avec la raison pour laquelle on a créé R3, c'est démocratiser la recharge. Et dans démocratiser la recharge, il y a toute la fiabilité dont on a parlé, mais c'est aussi l'expérience utilisateur. Et la façon la plus lisible de dire tu vas payer autant, c'est d'afficher 1 kWh, 1 euro du kilowattheure, ce qu'il va payer. Ce qu'on a souhaité faire aussi, c'est
parce qu'il y a encore pas mal de frais de cession, interopérabilité, etc. Sur l'intégralité de nos superchargeurs, chargeurs rapides, on propose le paiement en carte bleue. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fonction des zones sur lesquelles on est, on peut être entre 15 à quasiment 40% de paiement en carte bleue. Donc le paiement en carte bleue, pour nous, il y a un gros avantage pour l'utilisateur, c'est que c'est le prix fixe, le prix qui est affiché, et il n'y a pas de frais de cession, de frais d'interopérabilité. Je pense que c'est notamment pour ça qu'il y a une partie importante qui connecte par ça, sachant que plus de la moitié du restant passe par ChargeMap, parce que la plupart de nos chargeurs sont en France. Et après, je pense que le prix va devenir de plus en plus important. Si on revient sur ce qu'a dit Johan tout à l'heure, nous, on a fait des études clients. On voit qu'il y a un espèce de triptyque entre le fait que les bornes existent, le fait qu'elles soient fiables, du coup, le fait de pouvoir se recharger, et le prix arrive dans un troisième point. Sachant que dans, je pense, 1 an ou 2, je me projette, mais maintenant qu'il y aura plus de bornes, il y aura plus d'existence de bornes, le triptyque va s'aplatir. On sera sur un équilibre entre la fiabilité et le prix, du coup, disponibilité et prix. Et le prix va devenir de plus en plus important dans le futur. Et par rapport au positionnement prix aussi, ce qu'on voit, c'est que tous les opérateurs sérieux sont aujourd'hui autour de 55 centimes, ce qui est assez simple à comprendre parce que le prix de l'énergie est globalement le même pour tout le monde. Et il y a eu pas mal de changements de prix là, sur le dernier semestre 2022, Ouais. où je pense qu'il y avait pas mal d'opérateurs qui subventionnaient, grâce à des levées de fonds, des prix de vente à perte, pour encore une fois revenir sur l'effet d'annonce de tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on voit que tous les opérateurs sont lissés au même moment parce que, encore une fois, les règles du marché de l'électricité, c'est quand on ouvre un tarif, quand on ouvre un point de charge, c'est à ce moment-là qu'on peut négocier le tarif. On ne peut pas négocier un tarif de l'énergie sur quelque chose qu'on va ouvrir parce qu'on ne sait pas quand c'est. Donc c'est quelque chose qu'il faut rappeler aussi. En fait, qu'on soit gros ou petit, globalement tous logés à la même enseigne. On récupère tous les électrons au même endroit. Johan, de votre côté, c'est un critère de sélection de prix sur ChargeMap pour les usagers, ou est-ce que c'est plutôt ils planifient leur trajet et puis ils prennent celui qui est le plus adéquat en fonction de leur trajet? Non, il y a vraiment de plus en plus une sensibilité au prix, hein. On a vu aussi, nous, de notre côté, que les prix des recharges ont quand même augmenté chez un grand nombre d'opérateurs. J'ai l'impression qu'on passe notre temps, en fait, à traiter les changements de tarifs des opérateurs en ce moment. Donc, voilà, il y a une vraie dynamique au niveau du prix. Moi, je rejoins sur la structure tarifaire le fait qu'il faut facturer à l'énergie. Ceci dit, je pense que il y a un point qu'il faut pas oublier, c'est d'encourager la rotation des véhicules, notamment sur les bornes rapides. Donc, une facturation au temps, une fois que le véhicule est chargé, ne me paraît pas, ne me paraît pas stupide pour les zones où il y a besoin de rotation. Je pense notamment, par exemple, en centre-ville ou sur les aires d'autoroute. Donc ça, c'est un point. Et à l'inverse, en fait, il y a des moments où les stations sont moins utilisées. Et je pense qu'à ces moments-là, on peut imaginer des réductions de prix. C'est déjà ce que font certains opérateurs pour justement encourager les gens à venir plutôt à ces horaires-là et éviter les effets de pic. Un point qui est vraiment important, et s'il y a des opérateurs qui nous écoutent, c'est faites simple dans votre grille tarifaire parce que les usagers n'y comprennent rien. On a beaucoup sur ChargeMap de tarifs qui sont très compliqués et on trouve dommage en fait que finalement pour l'usager ce soit pas clair. Et je pense que un tarif compliqué, c'est aussi prendre le risque que les usagers ne viennent pas sur la borne parce que simplement ils n'ont aucune idée de combien va leur coûter leur recharge. Très bien. Alice? Oui, je rejoins ce que dit Johan. On gère des bornes de charge pour des milliers de clients aujourd'hui et donc on a un rôle de conseil envers eux sur le tarif qu'ils vont appliquer sur leurs bornes. Après, ils restent maîtres du choix final, mais on les conseille. Et oui, on va conseiller des grilles qui vont être très très simples. On va favoriser notamment le tarif au kilowattheure. Par contre, en effet, je rejoins Johan, dans l'immense majorité des cas, on va recommander une composante kilowattheure et une composante temps, parce qu'on voit trop de lieux, et typiquement les parkings de supermarchés sont un lieu où les centres-villes qui sont très sujets à des véhicules ventouses, qui vont laisser leur véhicule pendant des heures et des heures, et qui ne vont pas laisser la place aux suivants. Donc nous, ce qu'on va recommander, c'est des grilles tarifaires kilowattheure et temps,
avec éventuellement, dans certains lieux, la prise en compte d'un tarif de nuit pour ne pas pénaliser les résidents. Très bien. Alors, je sais que notamment Louis a une réunion après, donc on va essayer de conclure. Avec le challenge et opportunité pour vous, pour les années à venir, pour les bornes de recharge, Louis, de votre côté, si vous deviez résumer en quelques mots, comment vous voyez le marché se développer dans les années qui viennent? Alors, c'est un vaste sujet. Alors, pour la partie autoroutière, j'en ai déjà un peu parlé, mais l'enjeu, c'est d'augmenter massivement le nombre de bornes de recharge dans les années à venir. C'est un investissement qui est sans remords, si je puis dire, parce que en fait, les constructeurs automobiles savent assez bien dire quels véhicules ils vont commercialiser, quelles seront leurs caractéristiques techniques en taille de batterie et en puissance de recharge. Il ne va pas y avoir de rupture technologique majeure sur ces sujets-là avant 2030, en gros, avant la fin de la décennie actuelle. Il y aura peut-être des batteries solides qui se rechargeront beaucoup plus vite, qui auront des densités énergétiques différentes, etc. Mais pour le gros du parc et des milliers de véhicules, des millions de véhicules électriques qui vont arriver dans les 10 prochaines années, on sait à peu près quelle est cette techno-là. Et on sait que pour les recharger lors des grands départs, il faudra des bornes de recharge de 150 kW sur les aires de service et en nombre conséquent. Donc voilà, pour nous, la priorité, c'est de poursuivre le premier déploiement qui a été fait en partenariat avec les pouvoirs publics qui ont donné des subventions aux opérateurs, etc. Il faut très rapidement sur autoroute poursuivre les déploiements. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire dès à présent. On a lancé une vague d'équipements complémentaires, alors cette fois sur les aires de repos. Les aires de repos, c'est celles sur lesquelles il y a juste des sanitaires et une table de pique-nique, il n'y a pas de carburant et de boutique. C'est une vraie demande des usagers aussi d'avoir des bornes de recharge sur les aires de repos. Donc ça, c'est un petit déploiement complémentaire qu'on est en train de lancer. Mais voilà, il faudra vraiment massifier les déploiements de bornes de recharge dans les années à venir. Et il ne faut pas traîner parce que, encore une fois, si on attend un peu trop, les bornes seront saturées. Et comme c'est 2 ans sur autoroute, on ne peut pas se permettre d'attendre. Il faut toujours avoir 2 ans d'avance sur les déploiements à venir. Et puis je me permettrai peut-être de dire aussi un petit mot un tout petit peu plus futuriste, mais c'est important de parler aussi un peu d'innovation. On travaille aussi chez Vinci Autoroute sur des solutions de recharge dynamique, typiquement des solutions d'induction ou de recharge par rail, où on a un rail dans le sol et un petit patin qui le touche et où on se recharge en roulant. Ça, c'est des solutions qui sont a priori surtout pour les poids lourds parce que ça permet d'économiser des tailles de batterie très conséquentes, mais ça peut avoir un vrai intérêt pour les voitures aussi, déjà pour supprimer les contraintes de recharge et puis pour avoir des batteries de beaucoup plus petite taille qui permettent de traverser la France. Voilà, donc c'est un volet un peu plus innovant. Ça paraît très futuriste, mais ça existe en vrai. Il y a par exemple en Suède, il y a des quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres de routes à induction qui existent. Et aussi de rails. Donc voilà, c'est des sociétés qui s'appellent Electreon et Elon Road pour leur faire un peu de publicité aussi, qui font ces technologies-là. Et voilà, ça fait partie des choses qui arriveront probablement dans le paysage de la recharge statique ou dynamique dans les années à venir. Donc voilà les belles perspectives que nous avons pour décarboner les voitures. Très bien. Et je crois que j'ai vu aussi un reportage en Italie avec Enel qui s'intéressait au sujet aussi. Donc, très intéressant. Peut-être que je vais faire dans un temps différent. Johan, les challenges et opportunités de votre côté pour le marché de la recharge dans les années qui viennent? Ouais, moi je pense que en tout cas du côté du conducteur, le challenge, ça va être de finalement trouver quelle est la borne de recharge la plus adaptée en fait. Dans une offre qui va être foisonnante, il va avoir besoin d'un guide, et c'est ça qu'on veut faire avec ChargeMap, c'est être le guide en fait pour sélectionner la bonne infrastructure de recharge en fonction de son véhicule, en fonction du moment où on veut charger, en fonction du service qu'il y a autour, en fonction de la disponibilité et des avis des utilisateurs qui vont d'ailleurs évoluer prochainement sur la plateforme. Donc vraiment la sélection de l'infrastructure va être clé, notamment au moment des départs en vacances où quelle est la borne qui est disponible ou quelle est l'aire d'autoroute où je vais m'arrêter. Ça va être un vrai challenge et nous, on veut accompagner les automobilistes autour de ça. Et je pense que le deuxième challenge, en tout cas, que nous, on aimerait relever, c'est d'être aux côtés des opérateurs de recharge, des propriétaires d'infrastructures, pour leur permettre en fait de récupérer tout un feedback des usagers pour comprendre comment sont utilisées leurs bornes, quels sont les points d'amélioration, savoir si elles sont bien situées, parce que ça, c'est un vrai élément clé. Quand on met une borne et qu'on met 1 million d'euros quand c'est une station sur autoroute, on sait à peu près que ça va marcher, mais dans d'autres endroits, il y a un vrai enjeu à installer la borne au bon endroit. Donc voilà, nous, on veut aider les opérateurs à rentabiliser leurs infrastructures. Et ça passe par les aider à trouver le bon emplacement et ça passe par leur permettre de comprendre
les points de blocage des usagers, l'appréhension du prix, etc. Et c'est ça les enjeux de notre côté. Et je terminerai peut-être en passant un message. Aujourd'hui, on recrute chez ChargeMap, donc si vous vous intéressez à la mobilité électrique, n'hésitez surtout pas à regarder nos offres d'emploi. Je ne doute pas que Vinci Autoroute recrute aussi dans tous les domaines. Alice, de votre côté, challenge et opportunité dans le domaine de la recharge? Ouais, pour moi, le sujet des prochains mois, des prochaines années, c'est vraiment l'expérience utilisateur. Il faut vraiment que surcharger soit facile. C'est le sujet. Et donc, ça va être, on en parlait tout à l'heure, continuer à maintenir une bonne qualité des bornes de recharge. Ça va être proposer de nouvelles fonctionnalités aux automobilistes pour faciliter leur expérience de recharge. Et puis, ça va être accompagner tous les propriétaires de bornes, que ce soit les collectivités publiques, que ce soit les grandes entreprises qui ont besoin de déployer, mais aussi les petites entreprises pour qui c'est pas toujours facile de déployer des bornes parce qu'elles n'ont pas le temps, parce qu'elles n'y connaissent rien, et elles ont aussi besoin de déployer des bornes, que ce soit sur leur parking, d'ailleurs que ce soit des bornes ouvertes au public ou pas. J'en parlais tout à l'heure, que ce soit des bornes au domicile de leurs collaborateurs pour qu'ils puissent se recharger à titre professionnel chez eux. Donc pour nous, voilà, le sujet, ça va vraiment être aussi d'accompagner ces entreprises pour faciliter leur transition à la mobilité électrique et qu'elles puissent passer leur flotte à une flotte électrique ou hybride rechargée. C'est intéressant d'ailleurs, ce business plan, que ce soit chez Freshmile ou ChargeMap, il y a le côté utilisateur, mais aussi le côté entreprise. On a tendance à oublier. Oui, tout à fait. Parce que 45% des ventes de véhicules, c'est au niveau des entreprises d'ailleurs, c'est pas au niveau des particuliers. Donc, s'ils passent en électrique, il y a tout un marché derrière. Alexandre, vous avez l'immense privilège de clôturer cette session. Je vais faire attention à ce que je dis alors. Voilà. Ouais. Sur le challenge, je pense que c'est ce qu'on a touché du doigt le sujet tout à l'heure, c'est regarder comment le marché va se comporter avec l'effet ciseau de baisse des subventions qui est annoncé et continuer le marché du véhicule électrique, donc des bornes qui va continuer à monter en puissance pour que la rentabilité soit plutôt portée par l'exploitation plutôt que par les subventions, ce qui est une bonne chose dans un marché mature. Et après, donc dans un marché mature, encore une fois, quand on voit le marché, avec les 650 000 bornes que vous nous avez vendues il y a 10 minutes pour 2030, on peut que voir ça vraiment comme une opportunité. Et ce que je vois aussi derrière, c'est qu'il y a eu un gros apprentissage au niveau des aménageurs, au niveau des opérateurs de bornes, qui commencent de plus en plus à considérer le coût total de propriété par rapport à un coût facial il y a encore 5 ans. On se disait, on va installer une borne, ça va marcher toujours. Alors que maintenant, ce qui commence à être de plus en plus pris en compte dans un achat, c'est bien sûr le coût facial, mais aussi le coût de la maintenance, de la capacité du fournisseur à accompagner l'aménageur, l'opérateur pendant toute la durée de vie de la borne. Encore une fois, généralement, c'est des produits qui vont être installés entre 8 et 10 ans. C'est bien de s'assurer que l'entreprise qui les fournit soit capable de gérer ça et pas juste pour envoyer une borne et dire ciao, bye bye, on a pris les subventions et on verra plus tard. Puis, et ça, c'est un gros apprentissage. Et la DGE a fait un super guide. D'ailleurs, moi aussi, je fais un petit peu de pub pour le gouvernement. La DGE a fait un super guide qui est sorti en mars 2022 à destination des aménageurs pour justement leur réapprendre ou leur réexpliquer quels points prendre en compte dans les appels d'offres et dans les projets d'installation d'IRV. Serait un message subliminal pour Louis Dupasquier, je ne sais pas. Mais ouais, en tout cas, c'est intéressant de voir aussi la France au niveau expertise, bornes de recharge. On fabrique des bornes, on est capable de les installer évidemment, de les maintenir. Et puis, il y a des batteries aussi qui vont venir. Alors, vous avez fait une belle transition, Alexandre, par rapport au gouvernement, puisque je vais peut-être finir par ça. Juste vous féliciter pour la visite que vous avez eue hier, j'espère qu'on le voit sur l'écran, du ministre délégué chargé de l'industrie et puis le ministre délégué chargé des transports. Alors vraiment, félicitations. Et puis en plus, je finirai par ça, c'est que maintenant que vous avez reçu 2 ministres, eh ben, vous êtes prêts pour me recevoir dans 1 ou 2 mois. Quand vous voulez. Voilà. Vous avez déjà tendu la perche la dernière fois. Ça sera un plaisir. Je suis en contact avec un de vos collaborateurs parce que j'ai hâte de pouvoir voir un peu comment vous fabriquez. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes, nouvelles à dire sur les bornes que vous fabriquez
dans votre… On aura plein d'actualités dans les semaines qui arrivent. Donc, Exactement. Donc, on va planifier ça. Et comme j'aime bien le côté technique, je me permettrai d'appuyer là-dessus parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps de vos disponibilités. Vous avez tous répondu spontanément à l'invitation. Franchement, c'était super. C'est une belle marque de confiance pour une petite chaîne comme la mienne, sans prétention et amateur. S'il y a d'autres sujets, je n'hésiterai pas à revenir vers vous, évidemment. Je vous souhaite tout le meilleur, puisque là, on voit l'étendue des entreprises quand même. On a la PME, que ce n'est pas du tout dévalorisant d'ailleurs, si je peux me permettre, avec DBT ou Freshmile ou ChargeMap. Et puis, on a l'entreprise beaucoup plus, on va dire, importante en termes de salariés. On voit tous la synergie entre vous pour faire développer le marché des bornes de recharge. Puis c'est un intérêt public, quand même, il ne faut pas l'oublier. C'est un intérêt majeur pour le transport individuel en France pour les années et le futur. Donc, c'est quand même important. On ne peut pas se rater, quoi, d'une manière générale. Pour résumer le message d'aujourd'hui. Merci encore beaucoup. Comme je l'ai signalé, donc il y a des interviews qui vont venir, notamment, j'espère, avec Vercor. On va parler Gigafactory en France. Là, c'est un marché aussi critique pour la France, l'indépendance de la France et de l'Europe pour la fabrication des batteries par rapport à la Chine, parce que c'est un sujet énorme. J'espère aussi faire, alors ça va intéresser mes abonnés aussi, parce qu'ils aiment quand même bien Tesla, je dois bien le dire, faire une soirée spéciale en live sur Tesla Vision. Donc, on va parler Tesla Vision. Je pense que Johan, ça doit vous parler. Entre HW3 et HW4, les améliorations, et puis si ça marche bien, si ça ne marche pas bien. Et puis, voilà, d'autres sujets à venir. Et voilà, donc, je vous souhaite le meilleur. Merci encore beaucoup de l'invitation. Je vous propose de rester juste 10 secondes, le temps qu'on fasse le débrief. Et puis, on se dit à très bientôt sur E-Tech Alsace. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir.